Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief de la 28e journée de Ligue 1. Monaco qui se déplaçait à Brest et qui s'est incliné 2-1. Pour cette émission, je ne serai pas accompagné de vos chroniqueurs habituels. Non, nous allons pas non plus avoir un seul invité, mais nous allons en avoir même deux. Voilà, on fait les choses bien hein, pour rendre hommage à ces belles défaites qu'on se tape depuis le début de la saison quand même. Donc dans l'ordre, Florian Rossi. Salut Florian. On te connaît pas mal sur Twitter. Ouais, salut à tous. Ravi d'être là avec vous pour échanger sur cette magnifique défaite de samedi. On sent que t'as déjà, voilà, t'es content là. T'as des choses à nous dire, à nous raconter. Ouais. Et on accueille également Erwan. Alors Erwan aussi, pareil, on te connaît pas mal, on te voit pas mal passer quand même sur les réseaux sociaux, sur Twitter aussi, donc avec le compte Mounéguisme, alors qui était un peu plus connu avec un ancien pseudo. C'est un autre nom de scène, ouais. Voilà. Mais pareil aussi, donc on t'accueille sur cette émission, donc bienvenue à toi. Bah merci, puis ravi de faire l'émission avec Flo et toi là. Hâte de pouvoir discuter aussi de la défaite malheureuse à Brest. Allez, on va commencer avec le traditionnel j'aime pas. Alors, qui a envie de se lancer ? Eh ben, je pars. Allez, vas-y. Moi, mon j'aime, c'est que c'est bientôt la fin de la saison. C'est un match moins à supporter. Et si un peu plus sérieusement, si j'ai un j'aime à retirer de ce match, c'est Zakaria qui prend ses responsabilités avec le Barça pour enfin tirer le penalty, parce que c'est lui normalement le tireur désigné à la base hein, c'est lui qui avait tiré à Zaga en début de saison. Il l'avait laissé avec Kliouch à Angers et Biarritz contre Nice avec le résultat qu'on sait. Donc là au moins il a pris ses responsabilités à 1-0, il met. Donc voilà, c'est mon seul j'aime pour ce match en tout cas. Et toi Flo ? Bah écoute, je vais te rejoindre Erwan, mais globalement moi j'ai pas de j'aime sur ce match. J'ai trouvé qu'il y avait trop de manque d'envie, donc est-ce que je peux aller directement sur le j'aime pas ? Voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait un manque d'envie global sur le match, avec en point d'orgue les changements que Hutter a effectués en fin de match, donc pas ceux de la mi-temps, hein. On a vu un Kerrer qui était à côté de Sebasque et un Minamino qui était invisible. On va pas parler de Kun qui n'est pas sorti évidemment. Et puis bon, les rentrées de Golovin, Al-Mousrati et Balogun que je vais laisser de côté qui a fait que quelques minutes mais qui ont été cataclysmiques. Donc voilà, moi je retiens rien de positif de ce match. Tu as un j'aime pas aussi forcément Erwan. Je vais mettre Keun, hein. C'est un peu tiré sur le soldat déjà à terre, mais on est obligé quand t'es gardien professionnel, t'as pas le droit d'en faire une comme ça, sachant que le but qu'il prend le premier là avec où t'as l'impression qu'il a du savon dans les gants, il nous fait déjà la même à Clermont la première journée, la saison dernière, sur une tête entrée de surface, c'est pareil, elle lui glisse entre les mains. Le pire c'est que là il sort l'arrêt qu'il faut de la tête, bon c'est peut-être involontaire mais il sort l'arrêt qu'il faut juste avant. Et puis le deuxième c'est interdit quoi. À quel moment tu veux à se matcher comme un ballon de volley, un ballon comme ça entrée de surface, enfin t'as juste à mettre sortir les mains puis à pousser sur les appuis quoi. Non c'est Keun qui nous, quand c'est pas lui c'est Maïki, puis quand c'est pas Maïki c'est lui quoi, donc non c'est Keun mon j'aime pas pour ce match là. Ouais. Quant à moi, alors le j'aime c'est un peu, ça rejoint un petit peu le vôtre, c'est celui du penalty. Ça fait plaisir, un penalty bien tiré. C'est vrai on peut avoir l'impression, le sentiment qu'on n'est pas si bon dans cet exercice, mais globalement il y a assez peu de ratés en réalité sur les penalties. C'est plus sur les séances de tir au but où on a tendance à se rater, mais là globalement, et surtout celle de Reims où alors on a été vraiment catastrophique, honteux, même scandaleux. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même là c'est quand même un penalty bien frappé, donc Mika Biret, il faut qu'il en prenne un petit peu de la graine aussi, mais globalement c'est vrai que si on regarde aussi à part celui de Biret, on les avait tous réussi. Ben Seguir les tirait très bien aussi, ouais, il en a marqué 2. Aklouch l'a très bien tiré aussi contre Angers il y a 2 semaines, donc mais voilà, ça fait plaisir aussi de revoir une bonne frappe un peu puissante, un peu en force, voilà, c'est comme ça que devrait être tiré un penalty selon moi, donc ça c'est pour ça c'est bien, merci à Zakaria. Et mon j'aime pas
par quoi est-ce que je commence, hein, j'ai envie de dire. Non, mais forcément, encore une fois, je vais rejoindre aussi tout ce que vous avez dit. Mais moi, ce que je retiens surtout, pareil, c'est ce manque d'envie, ce manque d'implication. Enfin, au bout de 10 minutes, on était déjà sorti du match. Et c'est incompréhensible alors qu'on avait... potentiellement, alors je vais pas dire un boulevard, mais on avait une défaite de Nice la veille, on avait possibilité de creuser l'écart, de rester devant Marseille qui a gagné contre Toulouse. On n'est pas capable de le faire et ça me paraît incompréhensible alors qu'on joue un match par semaine. Et en point d'orgue, évidemment, c'est cette entrée absolument scandaleuse de Golovin qui a été un peu le symbole de ce manque d'envie criant durant la rencontre et ça me gêne beaucoup. Donc évidemment, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont négatives sur ce match et dont on va parler. Comme je le disais, il y a une bonne entame, 10 bonnes minutes, peut-être 15, et puis après, Flo, on sent tout de suite que Brest reprend progressivement le dessus. Ah oui, clairement, on va rester sur la même ligne. Hein. Dans les duels, on n'existe pas. La seule grosse occasion, on va dire, sur le premier quart d'heure, c'est l'action de Biret qui se décale et qui se fait contrer par je sais plus, c'est Ndiaye, je crois. Ouais. Voilà, seule grosse occasion qu'on a. Et après, on a peu à peu laissé le ballon. Les vagues, elles ont commencé à s'intensifier sur notre but. Et ça passait beaucoup, je trouve, par le côté de Singo, avec Sima qui lui a fait boire la tasse à plusieurs reprises, on va dire. Et puis bon, après voilà, hein, ça s'enchaîne jusqu'au moment fatidique où t'as Keun et Kerrer qui réussissent l'exploit de pas communiquer correctement, parce que il y a un problème clair de communication entre les deux, même s'il y a un premier arrêt de Keun sur une frappe brestoise, volontaire ou pas, avec la tête, comme on l'a dit tout à l'heure. Derrière, moi honnêtement, sur le coup, j'ai vu la frappe, je me suis dit ça va passer au-dessus du filet. Et quand on la voit retomber dedans, tu te dis bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu pour Kerrer, moi, au départ. Je l'ai vu pour Kerrer. J'ai pas, voilà, ouais. J'ai pas vu l'erreur de Keun au départ. On est tout à fait honnête. J'ai tablé sur un manque de communication de Kerrer, clairement, un peu dans la lignée de ce qu'on avait vu entre lui et Malieski à Toulouse, où c'était tendu entre les deux. Il y avait un manque de communication. Ouais. Et ça fait un peu quelques matchs que ça lui arrive à Kerrer. Donc là, sa sortie, elle a été à la mi-temps, elle a été logique, j'ai envie de dire. Et voilà, un peu voilà, cette mi-temps qui s'est, on va dire, avec une ASM qui s'est peu à peu liquéfiée et ce but qui a ponctué la prise en main du match par Brest, quoi. Est-ce que Erwan, finalement aussi, est-ce que le fait que Monaco perde le contrôle du match progressivement aussi, c'est pas parce qu'on n'est pas devenu peut-être un peu trop prévisible, et notamment si on parle aussi du 11 de départ, c'était exactement le même que contre Nice. Alors est-ce que c'était le bon choix à faire? Moi je pensais plus qu'il allait mettre Vanderson à droite et Singo Kerrer pour préparer Marseille, parce que Mawissa est suspendu, donc normalement on doit avoir Singo Kerrer avant le match de Brest. Peut-être qu'il y aura Salisu qui va rentrer dans le 11, ou ils vont peut-être passer une défense à 3. Mais effectivement, normalement, tu mets Vanderson pour avoir un côté droit plus offensif, et puis KE de l'autre côté, quoi. Parce que la situation du but, on l'a comme Flo l'a dit juste avant, avec Singo qui essaie un retourné acrobatique encore qui loupe. Ça finit par un centre que Keun dégage en entrée de surface, et là Camara frappe, et là Keun l'a saisi. Et moi je me demandais sur le but si Keun il était pas sonné de prendre le ballon pleine poire, de se relever aussi vite. Un peu comme Karius en finale de Ligue des Champions là, avec Liverpool, où le gars était complètement sonné. Et puis Brest, tu sais que là-bas c'est l'ambiance un peu champêtre, où dès qu'il y a un tacle, ça hurle à la mort. C'est des gars qui aiment le duel, quoi. Les Ayork, les Lala, c'est des mecs rompus. Tu veux dire qu'à Le Blé c'est champêtre? Oh oui, il faut pas avoir ça. Ouais. Non, tu sens, et puis nous, tu vois les mecs, au bout de 10 minutes, alors le pressing était intéressant, puis après ça a complètement lâché, on se regardait jouer, et comme tu l'as dit, en fait, le jeu, on est devenu beaucoup trop prévisible, c'est des passes latérales à l'infini entre Kerrer et Mawissa. Kerrer, c'était le gars qui avait été le joueur qui avait touché le plus de ballons
en première mi-temps, mais au final, t'en fais rien, quoi. C'est que des passes latérales entre lui Singo, lui Mawissa, et dans le jeu, ça avance pas, t'as pas de mouvement, quoi. Que ça soit les Akliouche, les Minamino, un fantomatique, ou dès qu'il touchait le ballon, c'était pour le rendre à Brest, donc problématique. Et puis, les joueurs offensifs, globalement, c'est vrai que ça a été, les a pas vus. Ça a été très difficile, et surtout les animateurs, c'est Akliouche, Minamino, c'est vrai que les deux ont été globalement dedans aussi, hein. Biret aussi même n'était pas forcément dans un très bon jour. Mbolo, bon, on sait ce qu'il est capable de faire, mais avec aussi les défauts que ça implique et le déchet que ça implique. Finalement, peut-être le joueur le plus dangereux qu'on a vu enfin, pas le plus dangereux, mais le plus actif, c'était peut-être Lamine Camara sur la première période. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, c'était celui que j'ai peut-être le plus apprécié. C'est celui qui osait, quoi, aller vers l'avant. Le reste, t'as l'impression qu'ils avaient peur ou qu'ils perdaient le ballon dès qu'ils s'avançaient, quoi. Mais c'était, enfin, tu le voyais déjà 10 000 à la télé. Alors du stade, ça devait être pire, mais tu voyais déjà quel mouvement, quel joueur allait faire quel mouvement, quelle passe allait arriver. Et puis, Caio Henrique, quand il n'arrive pas à avoir la qualité de centre qu'il a eu contre Angers ou Auxerre là dernièrement, c'est le Caio du début de saison, quoi, qui avance pas, qui fait pas de diff. Donc c'est compliqué quand t'as pas, il a pas cette arme là devant lui. Il avait pas de mouvement devant lui non plus, donc c'est un peu difficile de créer un peu de différence. On a vu d'ailleurs une permutation arriver assez vite entre Minamino et Akliouche. Akliouche qui était allé assez vite sur le côté gauche et Minamino sur le côté droit, mais ça a pas changé grand chose au final. Non, clairement pas. Et puis de toute façon, à chaque fois, même quand ça a permuté, Minamino, il a essayé, je sais pas combien de fois, de percuter aux abords de la surface, et à chaque fois, il était contré. Donc ça a rien apporté malheureusement. Il y a un jeu qui est beaucoup trop stéréotypé, qui est beaucoup trop prévisible pour les adversaires. Et on l'a vu, à chaque fois, les lignes de passe, elles étaient coupées. Quand tu avais une pseudo-offensive, t'arrivais pas à trouver le duo devant. Il y avait pas de création de mouvement. Même Camara, qui était un petit peu au-dessus du lot, même quand il essayait de se projeter vers l'avant, c'était souvent perdu. Donc il a été bon, me semble-t-il, à la récupération, mais derrière, quand c'était un peu plus projeté, c'était plus difficile. Donc globalement, l'animation offensive, c'était, en tout cas en première période, c'était clairement compliqué, quoi. Ouais, et puis sur le match, excuse-moi Damien, le match il résume la saison, en final. Il t'en faut 50 pour en mettre un, et puis sur trois incursions brestoises, t'en prends 2, quoi. C'est là qu'on se dit que, mine de rien, où est-ce qu'on en serait si Biret n'était pas arrivé clairement. au mois de janvier, qui concrétisait pas toutes nos situations, justement, ou la grande majorité. C'est clair, c'est l'arbre qui cache la forêt, de toute façon. Oui, c'est un peu. Ouais. C'est cette Biret, c'est l'arbre qui cache la forêt. S'il n'était pas là, clairement, là ce soir, on serait en train de parler d'une équipe qui est 7ème de Ligue 1. J'en suis sûr et certain. Ouais, clairement. Ouais, c'est bien possible, hein, c'est tellement serré. On fera un point un petit peu plus tard sur le classement, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce classement. Si on continue un petit peu sur le match, tu en parlais, Flo, justement, Florian. Le côté droit, surtout de l'ASM, qui a été vraiment en difficulté, et notamment Singo. Alors là, c'est en première période, ça a été un boulevard. Il a été complètement inoffensif dans la moitié de terrain adverse, mais alors en plus il a énormément subi. Sima et Aïdara qui faisait beaucoup de dédoublements dans son dos, il a eu un mal fou à contenir tout ça, et alors ça donne pas forcément des situations très dangereuses pour Brest, mais on sent que le point de rupture il était jamais loin. Il est proche, ouais, c'est ça. C'est complètement ça, et pour le coup, dans cette logique-là, tu vois qu'on prend des vagues, même si ça reste mesurément offensif côté Brest, tu sens quand même que ça va lâcher à un moment. Et après, tu te demandes, moi, je me suis dit, il faut qu'il sorte à la mi-temps. Et à la mi-temps, en plus, on sait que Vanderson et Ben Seghir vont rentrer. Voilà, oui. Et on se dit, la logique, ce serait que ce soit justement Singo, en tout cas, qui sorte et qui soit remplacé par Vanderson. Ça n'a pas été le cas, finalement. Uther, il a sanctionné Kerrer, clairement. Il n'y a pas de... Enfin, pour moi, c'est évident.
Mais ce que ça traduit aussi, c'est que il avait pas envie de faire plus et de mettre encore plus à mal son assise défensive, parce que vraiment, est-ce on peut parler de ça, je suis pas sûr, mais voilà, il aurait pu clairement sortir Singo aussi. Enfin, moi, je pense qu'il aurait pu sortir Singo et Kerrer, quitte à, je sais pas, à passer sur, je sais pas, en fait, il y avait qui sur le banc là, côté Monaco. C'est qu'il est gaucher, t'as déjà. On avait Salissou, c'est tout. Ouais. Ça faisait deux gauchers, et Diata, quoi. Ouais, donc les options elles étaient limitées, donc de toute façon il était contraint. Oui, voilà, il y avait que Salissou. Donc non, c'était sûr qu'il fallait faire un choix. Après voilà, est-ce que sortir Singo et laisser Kerrer c'était une meilleure solution? On le saura pas. J'ai tendance à penser que oui quand même. En tout cas. Il a dit Hutter qu'il avait laissé Singo dans son optique pour contrer Ayor, parce que l'autre, Ayor qui est très, très physique. C'est vrai que Singo, c'est un beau bébé, mais Singo, alors j'ai peur, hein, j'espère me tromper, hein, mais tu sens que le gars, il a la tête ailleurs. Hein. Ça fait 2-3 mois où c'est plus le Singo de. Ouais. Enfin, il y a un an, tu te rappelles, il y a un an, il était monstrueux dans tous les duels. Tous les gestes acrobatiques qu'il faisait, ça régalait un peu tout le monde, mais c'était efficace. Là, tu sens que, je sais pas, on l'a un peu perdu, j'ai l'impression, sur les derniers mois. Là. Je trouve aussi. Je suis assez d'accord. Alors, je sais pas si effectivement c'est une question de transfert. C'est ce qui était. C'était des bruits qui étaient sortis il y a quelques temps dans l'équipe, notamment. À quel point ça le perturbe, à quel point il a la tête ailleurs, ça c'est difficile à juger. Mais c'est vrai que. Ce qui était dommage d'ailleurs, c'est que quand ils avaient demandé c'était à Skuro, je crois. Ils avaient demandé à Skuro, c'était Nice Matin, est-ce qu'il y a vraiment certains joueurs qui avaient la tête ailleurs? C'est dommage, ils avaient sorti l'exemple d'Akliouche, qui pour le coup, c'était pas le bon exemple à sortir. Non, pour moi, c'était clairement celui de Singo. Mais voilà, on peut comprendre qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas... Voilà, un manque d'implication qui est peut-être lié à des envies de départ. Bon, malheureusement, c'est dur à dire, mais je suis d'accord avec toi. On n'a pas l'impression de retrouver le Singo qu'on avait depuis la saison dernière. Et bon, après, comme tu dis, il a expliqué pourquoi il voulait contrer Ajorc, notamment dans le duel aérien. Maintenant, on rappelle que Ajorc prend le dessus sur Singo et Kerrer sur le premier but. Ils sont à deux, ils arrivent quand même pas à le prendre correctement, et c'est Ajorc qui touche le ballon, mine de rien, du bout du pied, qui oblige donc Keun à faire cet arrêt de la tête, arrêt très nubélien, mine de rien. J'ai encore une photo du ballon sur plein de poire de Lyon. Ouais, c'était extraordinaire ça. Donc voilà. Bon, le but malheureusement, but malheureux. Alors, je suis allé vérifier aujourd'hui parce qu'en général la Ligue a une commission le lundi qui met à jour les passeurs, les buteurs, etc. Avant, ils avaient un site où ils le communiquaient, maintenant ils ont un site de merde, ils le communiquent plus, c'est un peu dommage, mais bon. Il a été remis à Sima, le but. Ah bon? Non, ouais. Il avait été mis à Keun en premier lieu. Personnellement, j'étais pas trop d'accord. La frappe est cadrée, c'est une certitude. Ouais, bah c'est pour ça. Alors. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a une déviation qui est très nette. Effectivement, elle est peut-être plutôt de Kerrer que de Keun, à mon sens. Je le vois plus comme ça, mais le problème c'est que les angles ne permettent pas vraiment d'affirmer que c'est bien lui qui touche le ballon. Donc eux ils ont remis à Sima, peut-être que eux non plus n'avaient pas les angles nécessaires pour prouver que Kerrer avait vraiment influé sur la trajectoire. Et voilà. Mais c'était une frappe cadrée, une reprise cadrée, et voilà, ça a fait mouche. Donc 1-0, Monaco se retrouve à courir après le score. Alors les changements, vous m'avez dit, vous aurez peut-être préféré mettre Singo sur le banc, enfin sortir Singo, laisser Kerrer, Vanderson, mais pour autant, je trouve quand même que les changements n'ont pas été mauvais. Ils ont quand même permis de remettre l'équipe un peu dans la bonne direction. De toute façon, vu la première mi-temps, tu peux en changer 9 sur 11, hein, j'ai envie de te dire. Il en change que 2, mais il fait entrer Ben Seghir aussi, où tu te dis, bon, si c'est le Ben Seghir de début de saison, ça peut faire quelque chose. Si c'est celui des derniers mois, bon, bah, ça va être des gris-gris à tout va. Mais effectivement, il fallait changer quelque chose dans tous les cas, hein, parce qu'il se passait rien, donc fallait essayer quelque chose. Puis bah, tu sanctionnes Minamino et Kerrer, qui sont effectivement Kerrer est fautif, et puis Minamino invisible. Donc, et puis Akliouche, t'es obligé de le laisser sur une action, un éclair de génie avec Biret, ils peuvent se trouver comme contre Nice, tu peux pas sortir les deux là déjà. Ouais. Et puis Mbolo, tu sais jamais aussi sur un ballon. D'ailleurs, c'est lui qui va chercher le péno, je crois. Mbolo, c'est sur une tête d'Embolo qui va le chercher, donc t'es obligé de laisser ça. Puis le double pivot, Camara, Zakaria, c'est les seuls à peu près au niveau, quoi. Donc tu peux pas non plus y toucher. Quoi.
Ouais, tout à fait. Donc bon, après, voilà, je trouve qu'il y a eu quand même une meilleure maîtrise dans la seconde période. Plus en tout cas, bon, t'as pas l'air trop d'accord du coup. Si, je suis d'accord. Si, je suis plutôt d'accord avec ça. Après, voilà, ça restait quand même très très stérile. Oui, on est d'accord qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'occasions. Bizot n'est pas non plus croule pas sous le travail. Par une frappe de Ben Seguir, je crois, qui est assez lourde, qui dévie, qui allait sous la barre, si je dis pas de bêtises. Elle est un peu trop centrale pour il fait la claquette qu'il faut parce qu'elle est forte, mais elle est un peu trop sur lui, quoi. Ouais. Il y a une action aussi de Biret. Je sais plus à quelle minute c'est, mais pareil, c'est Chardonnay qui tacle et qui la sort. Oui. Chardonnay qui d'ailleurs il n'était même pas annoncé dans les titulaires. Finalement, dans la composition brestoise, il revenait d'une blessure au poumon ou au thorax. C'est ça, pneumothorax, je crois. Ouais, c'est ça. Donc il n'était pas censé être titulaire. Il a remplacé le Cardinal qui visiblement était malade au dernier moment. Il a bien fait le job, Père Chardonnay. Il sauve un ballon sur la ligne aussi, sur la touche du droit. Oui, aussi, ouais. Donc voilà, il y a quand même eu quelques situations, mais c'est vrai que globalement, c'est pas non plus extraordinaire. Jusqu'à ce penalty et que tu disais, Erwan, donc Mbolo qui l'a obtenu. Alors on l'a même pas vu en plus. Non, c'est Camara qui tire le corner de mémoire, Mbolo au duel avec un Brestois, et puis donc c'est Lala qui fait la main, mais moi je pensais que c'était plutôt Ndiaye qui avait les bras bien écartés. Donc nous on réclame, je pense que Zakaria et Biarritz réclament. Alors Biarritz c'est quand même peut-être la main, Zakaria plutôt le corner, je pense. Et en fait, du coup l'arbitre Thomas Léonard est appelé par le VAR. Et effectivement, il y a main de Lala. Bon, pour moi, il est généreux en tout cas parce que Lala est vraiment à côté de la tête d'Embolo, il peut pas faire autrement. Tant mieux, ça nous sourit. C'est-à-dire que je comprends effectivement, je suis d'accord que c'est vrai que c'est un penalty généreux, mais pour autant. Le problème, c'est pas forcément la proximité, mais plus la position du coude qui, en réalité, n'a rien à faire là. Tu sautes. Moi, je saute pas comme ça personnellement, sauf si j'ai un duel et que j'essaie de mettre un petit coup de coude à l'attaquant. Tu vois, mais globalement, personne saute vraiment comme ça. Donc, c'est plus la position un peu antinaturelle qui est sanctionnée et qui annule pas non plus une action de but, mais voilà, on peut dire que c'est effectivement généreux, mais en tout cas ça permet surtout à Monaco de revenir dans le match. On prend à ce moment-là, carrément. On prend carrément, ça limite la casse. Après on continue quand même un petit peu à pousser, à essayer de marquer, mais bon, on sent sur la fin que ça se désorganise beaucoup, et c'est notamment un des points d'achoppement, un des débats ou des sujets de discussion qu'on peut aborder, c'est les changements effectués en cours de match par Adi Hutter. Changements qui a priori sont un peu allés pas dans le sens du jeu, ou en tout cas qui ont pas produit les effets escomptés, même l'inverse. Ah oui, clairement. Là donc t'égalises et bon, t'es dans un scénario qui te laisse penser que tu vas finir à 1-1. Et derrière, t'as Hutter qui te fait sortir Camara, qui te fait rentrer Al-Mousrati un peu plus d'un quart d'heure de la fin. Je pense que c'était une question de carton jaune. Camara, il était déjà averti. Il a voulu sécuriser la chose pour éviter d'avoir un Camara suspendu pour le match contre Marseille. Donc il a fait rentrer Al-Mousrati. Puis après, à 10 minutes de la fin, t'as Golovin qui remplace Akliouche, avec l'espoir de peut-être créer un coup de boost et créer un peu de folie pour essayer d'aller chercher la victoire. Balogun aussi pour essayer d'apporter de la vitesse 5 minutes avant la fin du temps réglementaire, qui remplaçait Mbolo. Donc tu as vraiment cet espoir, je pense, déjà de sécuriser aussi ton équipe pour le prochain match pour pas perdre l'un de tes titulaires, clairement, et profiter peut-être de la fatigue de l'adversaire pour essayer de décrocher la victoire. Finalement, c'est tout l'inverse qui s'est produit, parce que, et je pense que tu en parleras peut-être mieux que moi, Damien, l'entrée de Golovin, elle est absolument... elle est scandaleuse. Elle est honteuse. Il n'y a pas d'autre mot, elle est scandaleuse. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Al-Mousrati, un Renault Kangoo. Le mec, il est lent. Il est lent. Ah oui. Il est très très lent. Il projette rien. Franchement, il apporte rien. Moi, je suis très déçu de ce joueur.
j'attendais beaucoup en termes d'expérience, d'impact, de peut-être même de je sais pas, de vista, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais clairement de asseoir quelque chose. Clairement, il assoit rien du tout, il ralentit les choses. Et derrière Golovin, cataclysmique. Il y a eu Balogun qui est rentré très tard. Est-ce que c'était pas trop tard justement aussi? Oui, c'était trop tard, clairement. Je pense que Brest avait mis le double verrou quand même. Hein, ils étaient quand même en position de vouloir garder le nul, et puis derrière. Voilà. Après, c'est marrant, c'est que Brest, ils ont fait que 3 changements sur ce match, et les premiers sont arrivés très très tard. C'était après la 75e. Et que des changements offensifs, hein. Que des changements offensifs. Après, il me semble que c'est quand même plutôt du poste pour poste, en tout cas. C'est, je dirais, c'est Sima pour Del Castillo ou Baldé, voilà, et puis c'est Pereira Lage pour Del Castillo. Enfin, à chaque fois, c'est du poste pour poste globalement. Ouais, t'as Doumbia qui a remplacé Magnetti, donc t'as un peu plus offensif. Ouais, un peu plus offensif, ouais. Mais c'est vrai que bon, c'est globalement c'est pas forcément des changements qui changent le système. Il a globalement gardé un petit peu la même structure. Après, d'un côté, ça marchait pas trop mal aussi, parce qu'à part le penalty, bon, il concédait pas énormément, donc dans l'esprit d'Éric Roy, c'est assez logique d'un peu, comme tu disais, de verrouiller un peu le truc. Mais voilà, ils ont pas non plus changé, et nous, pareil, hein, finalement, on fait du poste pour poste. Al-Mouzrati, Camara, Golovin, Akliouche, Balogun, Mbolo ensuite. Donc ça, voilà, mais il n'y a pas de changement de poste. On cherche pas à déséquilibrer, on va dire, perturber un petit peu le système adverse pendant 5-10 minutes, tenter quelque chose. Non, donc en termes de lecture du jeu, on peut aussi quand même il n'y a pas d'idée. Surtout que, comme l'a dit Flo, tu remplaces Camara qui a tendance à aller vers l'avant en mode box-to-box par Al-Mousrati, où le gars c'est le Fabregas du pauvre, quoi. Enfin, je veux dire, il reste en quarterback devant la défense, donc il a ni la qualité de passe non plus. Alors, il a une belle qualité de passe quand il est dans un fauteuil, hein. Mais il a pas le charisme d'un Fabregas qui va haranguer, qui va conseiller les jeunes joueurs. Enfin, puis il est lent, t'as l'impression qu'il ne sait pas sprinter, ce gars, quoi. T'as l'impression qu'il a une caravane, quoi. Mais c'est impressionnant, quoi. T'as l'impression qu'il était rincé, quoi, alors qu'il venait de rentrer il y a 5 minutes, quoi. Donc c'est vraiment, c'est compliqué. Quand tu te dis que c'est la 3e option au milieu, c'est compliqué, quoi. Ouais. Bah après, entre guillemets, on est quand même content de l'avoir, cette 3e option au milieu, parce que sinon. Ah oui, sinon, ça aurait été léger, ouais. On aurait dû. Le problème, c'est qu'on aurait dû l'avoir dès le début de la saison. Là, c'est ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Hein, c'est clair. C'était pas faute d'avoir prévenu. Hein. Mais ouais. Et puis bon, ce qui doit arriver arriva, j'ai envie de dire. Tellement le scénario classique de la sanction de la fin du match. Tu le sens venir, hein, parce que juste avant la 88e, t'as un 4 contre 3 où t'as Golovin. Il fixe, alors pas assez d'ailleurs, mais il a Ben Seghir à sa gauche et Biretz à droite. Et à quel moment, quand tu es joueur professionnel, tu décides de mettre ta Ben Seghir qui est faux pied, alors que tu as Biretz qui est à droite, qui est en confiance, qui va être parfaitement lancé. Puis Golovin la met à Ben Seghir qui essaie de chercher Balogun, mais c'est déjà mort d'avance, quoi. Tous les Brestois sont déjà dans la surface. Donc. Et puis derrière, comme tu l'as dit, tu le sens venir, hein, de toute façon, que soit tu vas avoir une grosse occasion pour Brest, soit tu vas le prendre, et tu le prends, quoi. C'était écrit. C'est ça, et en plus tu le prends, alors c'est royal, parce que là c'est la boulette du gardien, c'est tout, quoi, c'est tout le pire scénario qui se produit. Tu parlais de Golovin, de sa rentrée, ceux qui n'ont pas fait gaffe, regardez sur le deuxième but l'intensité avec laquelle il va sur Camara. Le décalage... mais c'est scandaleux. Scandaleux. Tout à fait. Donc but de Camara, Pierre Lesmelou qui ajuste très tranquillement, qui envoie un petit ballon comme ça, une petite diagonale en toute détente, et Camara qui tente à 20 mètres, et ça passe, alors que n'est sans doute aussi un petit peu gêné par Ajor, qui est encore là pour essayer de mettre le pied pas loin au centre. Mais bon, en tout cas, là, il s'est troué dans les grandes largeurs, le pauvre Philippe Keun. Le ballon qui lui passe sous les bras, piégé un petit peu par le rebond aussi de la frappe de Camara, et voilà. But pour Brest, défaite pour Monaco, contre-performance, et le moral des troupes au ras des pâquerettes, et des gardiens au ras des pâquerettes, avec le pari qui n'a pas fonctionné. C'est tout l'enjeu aussi de cette fin de saison, la question épineuse de la gestion des gardiens. Voilà. Une question qui commence, je pense, à
clairement avoir un impact sur le groupe, parce que quand on voit déjà même les sorties d'après-match, il me semble que Caillot a cherché à défendre Keun, ce qui est tout à fait louable, mais on voit que les mecs ils commencent à manquer d'arguments pour expliquer ce qui se passe sur la ligne de but, quoi. Uther, il a tenté un énième coup de poker là-dessus. Force est de constater que c'est en passe, en tout cas c'est en train d'être loupé encore une fois. Pour moi, ça l'est déjà. Ah oui, ça l'est déjà, oui, clairement. À partir du moment où, dès que t'as ce scénario-là, c'est voilà, le pari n'a pas pu fonctionner, parce que autant tu vois l'an dernier, Majeki, il fait pas une seule erreur, il fait même les arrêts, donc il te fait gagner les matchs. Clairement, il y a le pari réussi. Là, dès lors que le mec te plante, c'est foutu, parce qu'en plus, même pour lui, pour sa confiance, on sait même pas s'il va être sur le terrain samedi contre Marseille, au final. Non, c'est clair. On se pose la question, tout le monde se pose la question. Uther, il esquive le sujet en conférence de presse d'après-match. On sent clairement que c'est un vrai boulet. Ouais, moi je sens que Majeki sera titulaire samedi. Je pense aussi. Parce que je pense qu'il a... C'est encore une fois, quand tu fais ce changement-là, quand tu fais ce pari-là, il faut absolument que ça fonctionne. Tu peux pas... C'est-à-dire que si le mec se plante, et donc te plante par la même occasion, le pari est foireux. Donc c'est impossible de continuer comme ça, à mon sens. Donc ce serait illogique de le laisser sur le terrain. Surtout qu'encore une fois, et ça c'est mon avis, mais je le défends depuis quand même quelques temps, pour moi, il n'a rien fait pour mériter de redevenir titulaire. À part ce match contre le PSG, c'est pas suffisant, à mon goût. Même si on peut reprocher plein de choses à Majeki, plein de matchs ratés et des erreurs aussi, il n'y a pas de souci. Des erreurs moins marquantes que Keun, quand même. Majeki, il va pouvoir te sortir un arrêt qui peut te laisser dans le match, ou que tu sais que si le ballon il est un peu cadré, un peu trop à droite, un peu trop à gauche, c'est but, quoi. Ouais. Il va peut-être il faisait moins de boulettes entre guillemets. Ce Majeki, il y a celle de Rennes, il y a celle de Toulouse là, qui viennent en tête. Keun n'avait pas des comme ça pour l'instant. Après il y a aussi des buts de premier poteau, je me rappelle de Strasbourg notamment. Des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas des trucs, tu te dis, c'est pas une faute de main comme est capable de faire Keun. C'est moins marquant, mais c'en est une belle quand même. Mais c'est quand même des belles conneries. Surtout que je crois qu'il le fait 2 fois le coup du premier poteau en plus. La saison dernière, il faisait beaucoup où il anticipait les centres. C'est ça. Les centres et ça passait. Sauf que Jérôme Alonso à l'époque a dit dans l'équipe, attention, parce que le jour où les attaquants vont comprendre, bon, ça a mis du temps, mais ils ont compris. Du coup, derrière, t'es foutu, quoi. Donc, alors, quel gardien samedi contre l'OM? Moi, je parie. Oui, clairement. Ouais. Donc on tente pas Liénard. Le petit Liénard, ça aurait été la belle histoire entre guillemets. On l'a envoyé en Coupe de France contre les amateurs. Il a fait son petit match, il a donné les maillots après match, etc. Quand tu vois les résumés du groupe Elite, ceux qui l'ont pas vu, regardez le résumé du groupe Elite contre Brentford. C'est pas le dernier match contre Brighton où Balogun met son triplé. C'est encore l'autre d'avant. Il te fait une sortie. Attention les yeux. Il arrache tout. Et sauf que l'attaquant passe devant son défenseur et il arrache son défenseur. Non, puis même pour lui, ça serait pas un cadeau. Tu l'envoies au feu contre Marseille. Ça serait contre un relégable à la rigueur, ça te tente rien, ça te coûte rien d'essayer. Là, c'est le gros match, deuxième contre troisième. J'ose espérer que Majeki supporte un peu mieux la pression que notre petit Liénard. Non, autant le laisser au frais. Et puis Keun, j'espère que c'était son dernier match de nos couleurs. Je pense qu'il faut arrêter de faire dans le social. On est d'accord que le match qui vient, c'est peut-être le match le plus important de la saison. Clairement, c'est le tournant, quoi, avec Strasbourg. Ouais, voilà. Les 2 prochains matchs. Les 2 prochains matchs contre Marseille et contre Strasbourg sont déterminants. On saura ce qu'on vise après avec cela. Voilà, pour moi, il faut au minimum 4 points sur les 2 matchs. Parce qu'après, le truc, c'est que si tu perds contre Marseille, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais si tu perds contre Marseille, là, t'es à 4.2. Donc là, la deuxième place, tu peux quasiment lui dire adieu. T'es même à 5 parce qu'ils ont 2 points d'avance. Ah oui. Ils sont à 52 et on est à 50. Ah oui, exact, oui. Donc on passe à 5 points. Donc là, tu enlèves le... Sachant qu'il ne restera que Lille à jouer, en gros, entre guillemets, parce qu'après, ils vont ils reçoivent le Havre, etc. Donc bon, on peut imaginer qu'ils feront le boulot. Donc tu leur dis adieu. Je pense que si tu perds samedi soir, c'est foutu. Bon, après, dans la dynamique... c'est Marseille. Ouais. Dans la dynamique immédiate, c'est Marseille le match le plus important. Après, Strasbourg, ça sera
ça prendra le relais, quoi. Strasbourg à domicile, j'ai quand même du mal à imaginer qu'on perde, mais enfin, après, on est Monaco, donc why not, hein. C'est ça, ils sont dans une telle euphorie, eux, que t'as l'impression que rien ne les arrête. Après, nous, j'ai regardé, la dernière défaite à domicile, c'est le PSG au mois de décembre. Oui. Sinon, c'est que des victoires. Alors après, on n'a pas joué de cadre non plus. Mais sinon, on gagne beaucoup à domicile. Sinon, après la dernière défaite avant celle du PSG, c'était Angers, l'accident 1er novembre. Oui. Donc bon, on a quand même à domicile, on est quand même plus sur un qu'à l'extérieur. Apparemment, on veut pas gagner. Non. Parce que c'était Strasbourg le 9 novembre et puis Angers le 15 mars. Sinon, c'est que des défaites ou des nuls, quoi. C'est à l'extérieur, on est à 18 points de prix sur la saison. Alors Marseille est à 27. Tu vois déjà le gap d'écart. Ouais. D'où l'importance de prendre les points sur les 2 prochains matchs, quoi. C'est clairement, ouais. Quand on est concurrent. Après, sachant que tu vas au Havre et à Saint-Etienne, tu fais 2 déplacements. C'est ça. Ouais, et puis tu reçois Lyon qui est un concurrent direct. A priori, Saint-Etienne sera peut-être déjà relégable le moment où on les jouera. Ils sont peut-être déjà condamnés. Ouais, peut-être. Bon, après, on a réussi, on a fait l'exploit d'aller perdre à Montpellier qui perd absolument contre tout le monde. Donc, encore une fois, on sait pourquoi, les bêtises. Grâce à une belle passe en profondeur de Ouattara pour Altamari. Ouais. D'ailleurs, j'ai une stat effrayante, Altamari qui a toujours marqué le but de cette saison. Mais il joue même plus parce que c'est Oleg B, le gars qu'ils ont acheté au Cercle de Bruges, notre club satellite ou club partenaire, qui joue à sa place. Il est même pas dans le groupe, je crois, Altamari. Il joue pas, ouais. Bon. Mais en tout cas, voilà, la question du gardien, c'est vraiment la grosse question, l'épineuse question de cette fin de saison, parce que on sent bien qu'aujourd'hui, les 2 qu'on a ne sont plus les bonnes solutions. On sent bien aussi que Liénard ne peut pas être une solution. Alors, ce qui est intéressant quand même, je sais pas si vous avez lu un petit peu le papier dans l'équipe qu'il y a eu sur le retour du match, c'est marrant parce que si ils ont parlé justement de l'option Liénard, apparemment dans le QR que Hutter leur avait accordé pendant la trêve, c'est un passage qui a été coupé du coup, parce que là, j'en avais pas souvenir non plus. Voilà, j'ai été le relire et c'est clairement pas un sujet c'est clairement pas une option qui est évoquée à ce moment-là. Et c'est marrant que du coup, ça revienne là sur la table du coup, dire on a enlevé ce passage, on va vous le remettre du coup, on va vous le mettre. Donc bon, à quel point c'est crédible, à quel point on doit y croire, je pense quand même pas, parce qu'encore une fois, à mon avis, pour le gamin, c'est du suicide. Non. Surtout sur un match de d'importance, voilà. Et puis surtout, je pense qu'en termes de qualité, si ça fait 3 ans qu'il est 3e gardien. Oui, il y a une raison aussi. Oui. Voilà, il y a une raison. Je pense qu'il est confortablement payé, tu vois. Il profite aussi des installations. Il est là pour les listes UEFA aussi. Voilà, et il joue 10 matchs par an avec le groupe élite, pas plus. Il y avait la rumeur comme quoi à l'époque, alors je sais plus si c'était été ou l'été d'avant, comme quoi il avait pas voulu aller au Cercle en prêt. Alors je sais plus si c'était en numéro 2 ou numéro 1. Mais ça aurait été bien de l'envoyer là-bas pour qu'il se fasse la main, comme Mayeki, au moins voir ce qu'il vaut en pro, quoi. C'est ça. Oui, au final. Faire le groupe élite, au final, je pense que ça a été pour numéro 2. Derrière le Brésilien. Numéro 2, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc ça. Mais voilà, on sait. Et toi, tu parlais des erreurs qu'il pouvait faire. Je me souviens déjà à l'époque de la N2, il jouait. C'est lui qui était titulaire en N2, et c'est vrai que c'était pas non plus l'assurance tout risque. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réclament Liénard en numéro 1 là sur la fin de saison, mais c'est un peu notre Sédoussi version, quoi. C'est le gars qui est toujours avec le sourire, la bonne humeur. C'est important d'avoir un entraîneur comme ça. Celui qui met la musique. Mais dans bon, le vestiaire. Voilà, c'est ça. Ouais. Il change la playlist. Non, mais c'est un peu son rôle. Ouais. Sinon, Florian, est-ce que tu tentes le Paris Stavieshki Oui, j'ai ironisé sur le truc en faisant un petit tweet là-dessus. Bon, c'était histoire de dire, un gamin qui a 17 ans, on le lance pas dans le grand bain, mais bon, comme on a quand même claqué 1,5 million d'euros dessus pour le faire venir, je pense qu'il y a 2 ans et demi. Il est venu de Dijon, donc international français chez les jeunes. Donc bon, voilà, j'ai ironisé un peu là-dessus. Après, voilà, Stawiecki, il est là pour, on va dire, le moyen long terme. Je pense que dans l'immédiat et peut-être même dès la saison prochaine, il va prendre la place de Liénard au niveau numéro 3, parce que Liénard, il pourra pas poursuivre comme ça. Numéro 3, il faudra qu'il cherche un challenge en Ligue 2, quelque chose comme ça. Donc il sera bien pour un numéro 3, mais voilà, non, là sur la fin de saison, Stawiecki, 17 ans, titulaire, pour rigoler, oui, mais bon, non, c'est pas une option viable. Après, voilà,
pour finir la saison, Majewski, clairement. Keun, et puis bon, il va falloir trouver une solution cet été, quoi. Parce que Majewski n'acceptera pas de retomber numéro 2, donc il voudra partir. Ça, c'est clair. Surtout qu'il a été prolongé, en plus, clairement, avec le statut de numéro 1. Donc, voilà. Et il y avait eu des interviews de sa part aussi à l'époque qui mettaient un peu la pression, je vais être numéro 1, enfin voilà, je suis pas là pour être numéro 2. Donc Keun qui est beaucoup plus consensuel et qu'on n'entend pas, qui est clairement un bon soldat et qui dit rien. Sur le terrain non plus, on l'entend pas. T'as dit quoi? Sur le terrain non plus, ils l'entendent pas. Ah ouais, non, c'est sûr. Donc, non, il va falloir. C'est vrai que c'est un problème, voilà. C'est ce débat-là, il sera largement plus ouvert, je pense, et j'espère très rapidement dans les bureaux de la Turbie que Scuro est déjà en train de travailler les options, s'il est encore là, parce que attendons de voir comment la saison se termine. Oui. Mais ouais, j'espère que ça planche déjà et que on va pas aller taper des options en Belgique ou en Autriche, parce que il faut clairement un taulier derrière. Tout à fait. Ouais. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne, sauf si vous avez encore quelque chose à ajouter sur la question des gardiens, avec les top flops de ce match. Alors, je pense que les tops, on va y aller très vite, à mon avis. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est comme on l'a dit, moi c'est mon j'aime du départ, hein. C'est Zakaria qui tire le péno. Bon, il a tiré du même côté encore, donc le prochain il faudra surveiller que le gardien parte pas, parce que Bizot il part du bon côté, hein. Mais les 3 qu'il a tiré chez nous, les 3 les tirent du même côté. Bon, après tant mieux, ça passe, donc il n'y a rien à dire, mais voilà. Et sinon ouais, en top c'est le seul, hein. Oui, clairement. Moi, j'avais Camara du coup aussi. Ouais, le double pivot Camara Zakaria, tu peux les mettre. Oui, il n'y a pas trop de débat. Un capitaine qui prend ses responsabilités et son binôme qui en tout cas est impliqué et essaye de mettre de l'animation. Voilà, c'est le seul qu'on peut retenir positivement en tout cas. Au niveau des flops, par contre, alors bon, là il y en a beaucoup. Alors Keun, évidemment, ça, mais on a déjà fait le débat dessus. Par contre, c'est vrai qu'on parle peut-être un peu moins de Kehrer, mais c'est vrai qu'il sort à la mi-temps, et ça, quand même, c'est une sanction, hein, aussi. On peut dire ce qu'on veut. Je pense qu'il y a clairement sanction de la part d'Hutter, le vice-capitaine, qui est de plus en plus le Thilo Kehrer du Paris Saint-Germain, je trouve, enfin, depuis quelques mois. Même de son arrivée chez nous, hein, où à chaque intervention, il était à la limite, t'as l'impression qu'il avait fait un péno ou autre. Il a vraiment pris de l'épaisseur au mois de mars-avril, et c'était il y a un an. Et un an, tu vois, tu joues Brest le 20 avril, donc à quasiment la même période. Et jouer Lille le mercredi, tu gagnes à Lille, enfin tu gagnes contre Lille. Tu vas à Brest, tu fais un match costaud, t'as Zakaria qui te porte, Kehrer derrière qui est monstrueux à la relance. Enfin, tu vois le contraste entre 2024 et 2025. Enfin, il fait mal, quoi. Ouais. Kehrer, c'est l'ombre de lui-même depuis quelques mois aussi, hein. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il paye un peu l'instabilité au niveau du gardien aussi. Et ça transpire sur la communication. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Les manques de communication et les erreurs de communication qu'il peut y avoir avec sa défense centrale devant lui, sa nervosité, je trouve, il est beaucoup plus nerveux Kehrer depuis quelques semaines. Et voilà, donc il ressemble un peu au Kehrer du PSG, même si au PSG était beaucoup plus utilisé sur le côté droit. Voilà. Si je devais faire une analogie, alors moi je suis pas du tout les matchs de West Ham, mais de ce que j'ai pu en lire, c'était très bien au début, et puis ça s'est un peu liquéfié jusqu'à ce qu'ils prennent le banc. Est-ce que c'est ce qui va se passer chez nous? Je le sais pas, mais en tout cas, l'analogie semble se faire, quoi. C'est des débuts un peu compliqués, après ça se passe bien, et après ça se reliquéfie. Donc voilà, à voir s'il sort la tête de l'eau. C'est vrai que sur la question de la communication, je te rejoins. Là où j'ai senti vraiment la cassure avec Majewski, c'était contre Toulouse. Et d'ailleurs, c'était tellement, on le voyait tellement que là, tu te dis, c'est impossible qu'il fasse pas de changement de gardien, parce que c'était déjà une erreur de trop. Mais aussi, pareil, tu sens qu'il y a plus la confiance, que c'était rompu. Et là, pour parler de la communication, c'est vrai que sur le premier but, est-ce que Keun lui parle vraiment aussi? Parce que Kehrer, il se positionne. Je pense pas. Alors l'autre, il vient de se prendre un ballon en pleine gueule, donc peut-être qu'effectivement, le temps de reprendre ses esprits, il a peut-être pas le réflexe ou le truc de se dire laisse, je suis dessus, parce que globalement, il était probablement dessus, quoi. Il pouvait l'avoir. Donc peut-être qu'avec le coup qu'il reçoit avec le ballon dans la tête, peut-être qu'il a pas ce truc de prévenir et de crier à ce moment-là. Après, on sait qu'il est un peu
qu'il a tendance à pas trop s'imposer, qu'il a pas l'aura, l'attitude pour voilà, justement comme pouvait l'avoir un peu plus Majeki. Et donc il y a cette incompréhension-là. Mais pareil, à quel point cette erreur de communication, elle peut révéler la fragilité, une certaine cassure avec le poste de gardien, ça aussi. Voilà. Parce que jusqu'alors, c'est vrai qu'il était... Bon, il était plutôt dans le match, même s'il n'avait pas forcément gagné ses duels, mais bon, on sentait qu'il y avait aussi de la nervosité. Je trouvais qu'à un moment donné, il va mettre un coup avec le torse, là, dans le dos de je sais plus qui. C'était une intervention qui était pas très à propos, enfin un peu juste un peu plus un peu d'ego en mode je suis là, je me montre, je gonfle les pecs. Oui. Et mais bon, globalement, après, on pouvait pas jusqu'alors lui reprocher non plus énormément de choses dans ce match-là, mais voilà, en quelques secondes, bah tout a basculé et malheureusement, c'est aussi révélateur de ces difficultés depuis quelques mois, comme tu le disais, Erwan. Oui, bah complètement. Tu sens de toute façon qu'ils sont tous à fleur de peau. Car c'était le premier à défendre Majeki la saison dernière, où il avait même dit qu'il avait moins peur de défendre parce que il y avait Majeki derrière justement, donc il défendait plus prudemment qu'avec Keun. Et là au final tu sens que les mecs on le saura jamais, mais j'aurais aimé voir cette action avec un gardien, tu vois, un gardien qui a de l'aura. Est-ce que Kehrer serait mis devant lui déjà? Tu vois, là il se met devant lui en mode bon, l'autre je sais qu'il est par terre ou il a pris le ballon dans la tronche, il va pas y être, je vais essayer de sauver de la tête. Et en fait, c'est ce qui nous met dedans. Puis même à la relance, Kehrer, à la relance, pour l'avoir vu du stade, où tu peux mieux voir que la télé. Enfin, c'était un monstre dans la relance, en une touche, il a relancé au milieu, etc. Là, tu sens que ça met 2, 3, 4 touches, ça veut se rassurer, quoi. Oui. Au final, ça nous ralentit le jeu à foison. Donc, va falloir qu'ils se reprennent. Est-ce qu'ils auront le temps de se reprendre d'ici la fin de saison? J'ai des gros doutes quand même. J'ai bien peur qu'on finisse en conférence ou même voir plus bas et qu'on finisse au fin fond de l'Estonie jeudi soir. Parce qu'il nous reste quand même Marseille, Strasbourg et Lyon, quoi. Après, l'avantage, c'est qu'on a le destin entre nos mains. C'est-à-dire que si on fait le boulot sur ces matchs-là, a priori, on reste en Ligue des Champions. On revoit la Ligue des Champions. Et c'est à domicile, quoi. Et c'est en plus, voilà, ça c'est quand même un gros argument voilà, en notre faveur. C'est que si on est intraitable à domicile, comme c'est le cas depuis le début de l'année, ça peut tourner dans le bon sens. Après, voilà, malheureusement, on a l'impression qu'un match sur deux, on ne sait jamais si ça va retomber sur pile ou sur face. Parmi les flops, je pense qu'on ne peut pas s'épargner de parler de Wilfried Singo. Même si on en a déjà parlé, mais enfin voilà, le bouillon qu'il prend, c'est terrible. Alors c'est un peu mieux en seconde période dans l'axe, mais à un moment donné, faut le dire, c'est son vrai poste. Il y a des gens qui veulent le voir latéral droit, je sais pas si vous en faites partie, mais il faut arrêter ça tout de suite en fait. En fait, tu peux le voir avec ce droit dans une défense à 3, comme quand au départ la saison dernière quand il est arrivé, mais latéral droit en fait. Enfin, tu vois quand il monte, c'est pas possible, quoi. Tu vois que ça passe la ligne médiane, c'est mort, quoi. Je suis totalement d'accord. C'est pas un bon match, donc inoffensif et surtout en grande difficulté défensivement dans tout ce qui pas loin d'obtenir de causer un penalty. Alors finalement il n'y a pas eu de faute et c'est en dehors de la surface. C'est ça, ouais. Il l'accroche. Et ils reviennent pas dessus parce que justement c'est en dehors. Ouais. Voilà. Mais on sent que si c'est dedans, à mon avis, il y a une petite vidéo là qui intervient. Et surtout, voilà, c'est typiquement le genre d'action où tu as le sentiment qu'il apprend pas, qu'il est toujours, qu'il réfléchit pas. Voilà, il y en a, hein, il en fait de temps en temps. Et là, c'est typiquement ce genre de situation qui se reproduit. Où on n'a pas le sentiment qu'il se remet vraiment en question ou qu'il utilise sa tête un peu plus. C'est un peu ce qu'on disait, t'as l'impression qu'en fait c'est un peu comme la dernière où des fois tu avais la sensation qu'il essaie de mettre à son adversaire pour le rattraper et puis lui montrer que c'était le plus fort. Là t'as l'impression qu'il fait pareil sauf qu'il arrive plus à le rattraper, quoi. Puis en face c'était Sima de Brest, hein, sans lui manquer, sans lui faire offense. C'était pas non plus un Barcola, un Désiré Doué, quoi. C'est milieu de tableau de Ligue 1, quoi. Et le bouillon qu'il a pris. C'est. Après, des fois, souvent, dommage pour lui. Des fois, si tu te fais surprendre par des mecs par qui tu t'y attends pas. C'est ça. Parce que des fois, ils ont une qualité, un gros point fort qui te met dans le dur, alors que c'est loin d'être le meilleur footballeur du monde, mais parce que sur un point fort où il te fait chier, tu prends la soupe et la sauce. Et des fois, ça peut arriver, hein, et c'est pas forcément face à des grands joueurs, quoi. C'est souvent le cas je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Pour Singo, je trouve que c'est souvent le cas face à des équipes d'un rang supposé inférieur au nôtre. Il y a un excès de confiance chez lui, je trouve. C'est-à-dire qu'il peut être excellent sur des matchs et des affiches,
Mais quand ce sont des adversaires censés être inférieurs à nous, il y a un excès de confiance et des erreurs d'inattention et on va dire un certain laxisme qui sont latents en fait, qui sont réguliers, qu'on peut observer chez lui. Donc c'est clairement ça sa limite. Il va falloir qu'il soit concentré. S'il veut espérer, et on en parlait tout à l'heure, voir plus haut, essayer d'aller peut-être aller taper la première ligue, il va falloir clairement il soit beaucoup plus concentré et qu'il choisisse pas ses matchs. C'est vrai que c'est l'article du jour dans une des colonnes là, dans ce matin sur Monaco, la suffisance de Monaco. Est-ce que Monaco est trop suffisant? Et peut-être que ce que montre l'attitude, en tout cas que montre Singo, c'est peut-être aussi là pareil un des symboles de cette suffisance, même si Hutter a dit que non, que personne ne pensait que les derniers matchs seraient faciles. Donc voilà, mais bon, là on peut quand même se poser la question. Dans les autres flops, alors c'est vrai qu'on en a pas mal parlé, forcément. Il y a Minamino aussi, qui a été dans le dur. C'est Minamino, Philippe Clément. Tu le vois pas, ou quand tu le vois, il fait rien, quoi. Enfin, il perd le ballon, il se fait rentrer dedans. Pourtant, il était plutôt à l'intérieur du jeu. C'est pas comme si on lui demandait de manger la ligne, ce qu'il sait pas faire. Et à Cluj, c'était pareil. Ouais, il était pas dedans non plus. Je sais pas, ça manquait peut-être de mouvement autour de lui aussi. Là, on sentait même que lui-même, il n'avait peut-être pas le coup de rein ou quoi, parce que non, il avait pas les cannes. Ouais. Des fois, on remarque un petit peu chez lui quand même les premières mi-temps un peu moyennes. Et puis souvent, avec le retour des vestiaires, il monte en puissance, il monte crescendo, et là, il accélère, et là, il fait vraiment des différences. Ça, c'est encore pareil contre Nice, à nouveau. On a pu le voir, donc on a eu le sentiment que ça reproduisait un petit peu ce schéma-là, avec une première période un peu en dedans, et puis deuxième période, ça monte... il y a eu une légère montée, mais voilà, finalement, ça n'a pas duré dans le temps, quoi. C'est vite retombé, c'était juste un soufflet. Voilà. Oui. Et puis Biret aussi, pareil. Biret un peu en retrait, forcément. Biret, il faudra lui dire qu'il a le droit de marquer autre part qu'au Louis II. Bon, après, tant mieux, on joue un match sur deux au Louis II, mais... T'es mauvaise langue, il a marqué à Angers. Bah, j'étais au stade. Heureusement que j'y étais, parce que sinon heureusement je l'ai vu de mes yeux, parce que sinon j'aurais pas cru. Mais ouais, bah après, c'est difficile pour lui quand il a pas de ballon, quoi. Quand t'es sevré, que tes offensifs arrivent pas à t'emmener le ballon dans la surface. En plus, sur la frappe qui est contrée là par Ndiaye en première mi-temps, je vois le ballon arriver sur lui, je dis bon allez, ça fait filoche, quoi. T'es serein quand il est dans la surface. Bon, après c'est contré, mais c'est vrai que quand on lui amène pas de bons ballons, c'est pas des matchs pour lui, entre guillemets, quoi. Mais t'es obligé de le laisser sur un coup de billard dans la surface, tu sais que lui il va être là, donc ouais, et puis faut qu'il puisse être capable de tirer profit de la moindre mini chance, même une qui n'en est pas vraiment, et que voilà, c'est là aussi qu'il pourra progresser et montrer qu'il est capable d'être parmi les meilleurs attaquants. D'ailleurs, Mika Biret qui est nommé pour le trophée UNFP du mois de mars, enfin. S'il se rattrape. Magnifique. Ah ouais, c'est... Et il a une chance, il a une vraie chance, parce qu'il y a deux joueurs de face à lui. Voilà, donc ça va se partager les votes. Et surtout, comme personne peut blairer, enfin la moitié de la France peut pas blairer le PSG, il y en a beaucoup qui ont voté Biret pour pas voter pour les deux autres. et j'ai vu sur le site officiel, le dernier monégasque à l'avoir eu, c'est Minamino, août 2023. Ouais. Ça remonte quand même. Ouais. Ah oui. Bon, après, c'est des trophées, bon, c'est bien pour eux, mais c'est pas ce qui nous fait avancer. Mais bon, c'est vrai que. Mais c'est vrai qu'on est d'accord que voilà, c'était il y a 2 ans. très 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 longtemps. Ouais. Donc c'est pas souvent qu'on en a eu. Je crois que j'avais fait à un moment donné toute la généalogie. Ça serait le 10e différent, je crois. Si Biret ça, 10e différent. Le 10e joueur différent. Oui, voilà. Après les entrants, on en a parlé. Golovin, pour dire même Vivien Seyé, le journaliste de ce matin, a même fait un tweet pour ça. Dire à quel point je pense qu'il devait être outré de ce qu'il a montré. Lui, il était au stade, je suppose, vu qu'il est pour. Je sais pas. Je sais pas si c'était lui ou si c'était son collègue. Christophe Leroux. Ouais. Mais ouais, non, en tout cas, voilà, il a quand même tweeté. C'est pour dire. Ah oui, c'est clair. Moi, j'ai vu le tweet, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est vraiment, il a vraiment pris position comme ça. Ouais. Ok, ouais. Et on rappelle 2029, le contrat de Golovin. Voilà. Si jamais. La soupe est bonne. La soupe est bonne, comme dirait l'autre. Ouais, ramener la bouteille de Volvic. Ah ouais, quand t'es premier au classement des rémunérations estimées, la soupe est bonne. Ouais. Bon, voilà. On n'est pas sur un contrat à la baignée d'air, mais bon.
Ah, mais ça commence à... Par rapport au rendement. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, elle est sympa, là. Il est sympa le passage à l'infirmerie, quoi. Voilà, parce qu'autant Ben Yedder, il a quand même planté 20 buts l'an dernier, même si... Oui, c'est vrai. Même si, bon, voilà. Hein, mais... bon, parce qu'on voit, enfin, en tout cas, si on reste sur le plan strictement footballistique, on sentait que très, très clairement, le niveau du joueur par rapport à sa première saison, c'était... il en était très loin. Hein. D'ailleurs, je sais pas si, enfin, je pense que vous avez vu hein, la vidéo de présentation qu'il a fait en Iran là. Non, je l'ai pas vu. Alors, j'ai vu qu'il avait signé là-bas, mais. Ouais, alors du coup, ils hésitent quand même à valider son contrat visiblement quand même. La fédération. Par rapport même là-bas. En même temps, moi j'ai un peu du mal à comprendre. Bon, pas disserter là-dessus 300 ans, mais j'ai un peu du mal à comprendre qu'il ait pu signer à l'étranger comme ça, avec tout ce qui doit gérer, on va dire, en France, gérer. Mais heureusement que. Alors, Skourou, il a eu ses défauts, mais à un moment, on savait pas tout ça non plus. On avait juste l'histoire du mois d'août 2023. Mais l'année dernière, au mois de mai, on était partagé entre le fait de prolonger ou pas, quoi. Donc, je pense que le club savait. Du coup, moi, je l'étais pas, mais. Oui, non plus, parce qu'on a. Non, parce que le problème, c'est qu'on avait d'autres infos, mais. Bah voilà, c'est ça. Quand t'étais entre guillemets, t'avais pas tout. Il y en a beaucoup qui se demandaient si on allait prolonger ou pas, quoi. Mais en tout cas, pour revenir du coup à sa vidéo, je trouvais qu'il y avait une différence très nette au niveau du visage, où on voyait beaucoup plus un Ben Yedder presque rajeuni et presque ressemblant plus à celui qui était arrivé qu'à celui qui avait fini chez nous son aventure. Donc voilà, on voit bien que physiquement, il y avait un énorme laisser-aller, et effectivement, la question de l'alcool fait que voilà, il avait aussi le visage bouffi, et ça, c'est pas... Il est désintoxé. Voilà, donc bon. Mais il a quand même planté 20 buts, alors que Golovin, il est peut-être pas le visage bouffi par l'alcool, mais il en plante pas une cette année. Et Golovin, sa saison, c'est quand même quelque chose. Hein. Ah là là. Ouais. C'est le Golovin des premières années, quoi. Irrégulier, souvent blessé, pas foutu d'enchaîner, et quand il enchaîne, qu'il il a quasiment pas marqué, quoi. Il a dû mettre quoi, 2-3 buts peut-être. Il en met un contre Brest. Il en met un. Ouais, je crois qu'il en met 3 buts, non. Et puis il y a quasiment pas de passe D non plus, donc. Je crois que c'est un but, 3 passes D, un truc comme ça. Ouais. Donc en termes de décisivité, si ça se dit, je sais pas, pas trop. Voilà quoi. Il est clairement très en retrait. C'était bien la peine de prendre le numéro 10 pour faire ça. Ouais, ça a dû vendre un peu plus ça pour la boutique, mais... Voilà, pensez à ceux qui l'ont acheté le nouveau maillot avec le numéro 17 du coup, en sachant pas que... qu'il a changé. Voilà, la classique. En tout cas, voilà. 3 buts quand même, 3 buts en Ligue 1. Ouais, 3 buts, bon. Mais bon. 3 buts, une passe D. Mais c'est vrai que par rapport à Cluj, Cluj est à 6 buts, Ben Seguir est à 9. Il est quand même, même Minamino est au-dessus, je crois, il est à 4. Ouais. Bon, c'est en termes de... il est quand même en retard aussi par rapport à ses compères du milieu, et clairement, il n'a pas eu l'influence qu'il avait les 2 dernières saisons. Mais c'est surtout, bon, là, en tout cas, pour revenir vraiment sur le match de Brest, c'est vraiment l'entrée qui est vraiment très mauvaise, où on sentait que, limite, il avait presque pas envie d'être là, et ça, c'est quand même problématique aussi. Parce que le problème, c'est qu'en plus, c'est même pas contre Marseille qu'il va se réveiller, quoi, le garçon, puisque dans les gros matchs, en général, voilà, quoi. Lui, il brille contre Angers, en général. Il brille pas contre Marseille ou Paris. Il a marqué à lui. Ouais, mais voilà, quoi. Enfin bon, voilà. Est-ce que vous aviez d'autres flops que vous aviez envie d'aborder ou... Non, on avait parlé d'Al Mousrati, on va pas en rebattre, mais c'est vrai que pourvu que Camara et Zakaria restent aptes à jouer, hein, parce que s'il faut faire les 6 derniers ou les 5 derniers avec Al Mousrati, avec un pivot Al Mousrati Zakaria, on est mort. Hein. T'as pas un qui va vers l'avant, t'as pas une accélération. C'est vrai que l'imaginer contre Marseille avec... Alors, Heuberg, c'est pas un milieu qui va très vite ou quoi, mais c'est vrai que par rapport au style de jeu marseillais, je pense qu'il risque de souffrir un peu quand même. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est clair. En tout cas, c'est parfait. Non, le prono. Le prono. Failli oublier le prono. Donc, prono pour Marseille. Alors, attends, il faut déjà que je retrouve les pronos de Brest. Ah, ils ont disparu. Bon. Du coup, allez-y sur vos pronos pour Marseille. Vas-y, Flo. Hein. Écoute, moi, je vais être optimiste malgré tout. Je table sur une victoire 2-1.
Donc voilà, je vais rester sur ce score-là. Je sais que c'est le prono unique, mais voilà, 2-1 pour l'ASM, être dans la lignée un peu de ce qu'on a fait contre Nice, voilà, et reprendre cette deuxième place. Moi j'ai essayé de faire un quadruple prono. Alors, il peut être osé, mais alors je dis victoire de Marseille malheureusement. Je dis titularisation de Crépin Diatta. Ah ouais. Je dis un match qui se termine à 10 d'un côté. Alors je sais pas si c'est de nous tous ceux de Marseille. Et je pense à une compo en 3-4-1-2 là. Très bien. Et je sens bien le Crépigno piston droit. Ah ouais. Ouais, je pense pas. Je le vois pas. Je pense qu'il va justement profiter de ce match. Ouais, il va remettre Vanderson. Ça me paraîtrait plus logique en tout cas. On rappelle que Mawissa quand même sera suspendu pour ce match. Et Brel Mbolo qui sera suspendu pour Strasbourg d'ailleurs. Puisqu'il avait pris un carton jaune. Je viens de retrouver les pronos de Brest. Bon, alors, du coup, 0 sur 2, puisque Adrien avait pronostiqué le but d'un défenseur. C'est raté. Et Patrice avait mis Balogun titulaire. Raté aussi. Mais du coup, je vais reprendre ce prono-là. Et je vais dire Balogun titulaire. Voilà. Ok. Même si je suis pas sûr, parce que je pense qu'il y aura Mbolo, à mon avis, qui sera là pour emmerder la défense. Mais peut-être qu'il mettra pas Biret et il mettra Balogun à la place de Biret. Ce serait surprenant, mais pas... Il me semble que Balogun avait fait un match contre Marseille l'année dernière où il avait planté un ou deux buts. Il en plante un et Akliouche il fait passe des pour Akliouche et Akliouche met les deux autres, ouais. Et il fait un vrai but d'attaquant, il se décale, il mange même bas et il frappe premier poteau où Paul Lopez se fait avoir, ouais. Bonne mémoire. Bravo. C'est carré. L'ordinateur. Il a tout en tête, le logiciel. Il a dû demander, il sort la disquette. Quand c'est les bons matchs, ça sort plus vite que quand c'est les matchs de merde. Que les défaites, ouais. Ouais, les défaites aussi, elles ont l'air de revenir quand même. Ouais. Bon, le débrief a en tout cas servi de thérapie pour ma part. Et bah, passer à autre chose. C'est pas. Tu m'envoies ravi alors en tout cas. Je pense que ça servira aussi de thérapie pour beaucoup qui nous écouteront. Dès que ça sortira. En tout cas, merci à tous les deux. Merci Florian et merci Erwan. Merci à tous les deux. C'était chouette. C'était un chouette moment passé avec vous. Une bonne analyse de cette rencontre. Donc, j'imagine, je suppose qu'il y aura un moment où on pourra vous dire à bientôt. Oui, avec plaisir. Voilà. Et puis, à tous ceux qui nous ont écoutés, donc n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus pour encourager nos deux invités du soir. Et puis on vous donne évidemment rendez-vous pour le débrief du match contre Marseille, donc match samedi à 17h sur beIN Sport, donc horaire particulier, mais c'est beIN Sport qui avait la priorité sur cette 30e journée, donc 29e journée, pardon. Donc voilà, c'est un horaire un petit peu spécial, mais bon, c'est comme ça. Le stade sera, je pense, quand même assez plein d'une manière générale. Oui. Hein. Voilà, les gens iront. C'est ça. Merci à tous les deux. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Salut. À plus. Dagewunegu. Ciao, ciao. Et bisous.